Bonjour et merci de votre fidélité. On va débriefer le voyage officiel de Gérald Darmanin sur notre département avec un candidat aux élections sénatoriales, candidat pour les LR. C'est Zaidou Tavandaï, bonjour. Bonjour Anne-Constance, je suis très heureux d'être là et je salue tous les Mahoraises et les Mahorais qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Zaidou. 2 jours de voyage officiel. Quel est votre regard sur ce qui s'est passé pendant ces 2 journées ? Alors, j'espère ne pas vous décevoir, mais je le dis et je l'assume que je vis toujours très bien, moi, les visites ministérielles ici. Mayotte, aujourd'hui, est entrée dans une phase de communication 2.0. En temps troublé, où tout se zappe très vite, les gens oublient très vite, ils se souviennent de rien. Alors, ce territoire qui est devenu département français aujourd'hui, on est entré en tant que territoire français en 1976, il y a 47 ans. Et le gouvernement de France avait mis plusieurs mois avant de désigner ici un préfet, au point que les Mahorais avaient eu bon de voter, d'élire un préfet ici. Et plusieurs années avant d'enregistrer ici, première visite d'un représentant du gouvernement au rang ministériel. Alors, lorsque 47 ans après, on a la visite de 3 ministres, c'est forcément quelque chose de très bien, qui fait bien la morale. Et c'est un message fort en politique intérieure, d'abord, dans ce sens-là. Et puis, c'est aussi un message qui va au-delà de nos territoires et de nos eaux, si besoin est, puisqu'à côté, les gens continuent toujours à nous contester d'avoir fait ce choix de faire nation avec la France. Voilà, c'est une belle séquence, la visite de 3 ministres. Et je le dirais même, puisque j'étais à la place de la République, avec un sourire assez narquois. Et il y a 3 mois, c'était le 20 mars. Si la motion de censure auquel faisait face le gouvernement était votée, il n'y aurait pas eu de Darmanin, il n'y aurait pas eu de gouvernement non plus. Et il n'y aurait pas eu de mise en œuvre de Umbushu ici, que tout le monde s'accorde pour dire que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Alors, parce que parmi les parlementaires mahorais, il y en a un qui a assumé en refusant de voter la motion de censure, ce qui lui avait valu d'ailleurs plusieurs critiques. Et son refus, au fait, s'inscrit dans un autre refus il y a quelques années, c'était le 21 novembre 1990. Henri Jean-Baptiste, un parlementaire, un député qui était encarté dans une formation politique de centre, UDC, appartenant dans un groupe UDF. À ce moment-là, c'était le gouvernement Rocard qui portait un projet qui était la mise en place de la CSG. Alors, son groupe avait déposé la motion de censure, avait donné l'ordre à tous ses troupes de voter la motion de censure. Parce qu'à côté de ce texte, il y avait des intérêts fondamentaux. Pour Mayotte, courageusement, ce député avait fait le choix de refuser de voter la motion de censure. Et ça fait partie de l'héritage que nous, on doit porter aussi ici. Nous qui voulons surtout demain être des grands élus ici, on peut être encarté dans nos partis, on peut aller siéger dans ces périmètres qu'on appelle majorité ou opposition, mais à chaque fois, et c'est le message d'Henri Jean-Baptiste en 1990, lorsqu'il avait refusé de voter la motion censure, en allant à l'encontre de son groupe, c'était ça. L'intérêt de Mayotte doit être au-dessus. Un élu de Mayotte, un parlementaire en l'occurrence, doit toujours s'élever au-dessus des intérêts partisans. Voilà. Donc, belle séquence, parce qu'il y a 3 mois, la motion de censure, à 9 voix près, on n'avait pas de Darmanin, on n'avait pas de gouvernement ici, on n'avait pas non plus de mise en œuvre de Umbushu, un événement que tout le monde applaudit ici. Voilà, Zaidou, avant qu'on continue sur le VO, vous me tendez une perche, je suis obligée de la saisir. Vous êtes candidat pour les élections sénatoriales, vous êtes investi par les LR, donc ça veut dire qu'a priori, si vous êtes élu, vous siégerez au Sénat dans cette formation politique. Et on le sait, chez les LR, comme dans d'autres formations politiques, il y a des consignes de vote qui parfois sont données sur les textes, et puis elles sont musclées, avec une marge de manœuvre très faible qui sont laissées aux élus. Est-ce que vous aurez le courage de voter contre les consignes de vote de votre parti politique si les intérêts de Mayotte ne sont pas pris en compte dans les textes? Alors moi, j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir été dans ma vie un élu local et a appartenu à un groupe majoritaire, mais aussi à l'opposition. Donc ce sont des leçons de vie. Donc ce petit jeu de coude, ce positionnement, je l'ai pratiqué ici sur le terrain. Donc j'ai cité exprès ici Henri Jean-Baptiste parce que ce n'était pas évident du tout pour lui. Parce que la droite, vous connaissez à l'époque UDF ou RPR, la consigne du groupe, c'était on fait tomber
le gouvernement Rocard. Alors lui s'est élevé au-delà des intérêts de son groupe pour préserver les intérêts. Vous ferez quoi? Si vous avez un texte, une consigne de vote qui est donnée et que ça ne va pas dans le sens de Mayotte, est-ce que vous irez contre la consigne de vote de votre groupe pour protéger Mayotte ou les intérêts de Mayotte? Je l'ai dit ici juste pour vous faire comprendre que ça fait partie de l'héritage auquel l'actuelle génération et même la génération qui viendra doit intégrer dans leur manière de réfléchir, de porter les enjeux de Mayotte au national. On peut être encarté, on peut être dans un espace comme ça majoritaire, mais il ne faut jamais oublier que là-bas, on va être aussi le parlementaire du territoire le plus pauvre de France, le plus impacté par le phénomène d'immigration clandestine, impacté par le sous-développement et ici, convergence de droits, tout ça, et on ne peut pas arriver dans ces espaces comme ça en signant l'émotion comme les autres le veulent. Il faut solliciter la solidarité des amis, toujours, mais si besoin est, il faut être capable de s'élever au-delà. Et ça fait partie des héritages que Mansour a respecté il y a 3 mois. Et vous le ferez? Je n'ai même pas besoin d'insister ici. Je passe juste ce message-là qu'il faut avoir du caractère et je n'en manquerai pas. Parfait. Je reviens sur le voyage de Gérald Darmanin. Vous avez parlé de Wambouchou. Vous faites, après 3 mois de lancement de l'opération Zaïdou Tavandaï, vous faites quel bilan pour Mayotte de Wambouchou? Alors, j'avoue que cette opération Wambouchou, je suis confus. À la fois, je considère que c'est quelque chose de très important. La France ne pouvait pas laisser Mayotte dériver comme ça en dehors de l'état de droit. C'était insupportable, ça ne pouvait pas tenir. Donc le fait que ce ministre, ce gouvernement ont essayé, comme tous les Mahorais, j'ai applaudi. Mais en même temps, confus parce que j'appartiens à cette génération qui a traversé les 47 ans dans la France. Et moi aussi, je dormais. Je pensais que la séparation avec nos voisins, je pensais aussi que l'ancrage de Mayotte dans la France, c'était quelque chose qui était acquis, à la limite, je dirais, d'avance. Et même quelque chose d'acquis en définitif. Et ce Wambouchou nous a permis de voir le vrai visage de nos ennemis qui sont encore là, vivaces. De l'intérieur sur le territoire, dans la région, et même au sein des classes politiques françaises. Peut-être le narratif a changé. Le verbal a changé aussi. On ne parle plus de l'intangibilité des frontières aujourd'hui. On parle souvent, on met en avant souvent les droits de l'homme et les principes de droit. Mais nos ennemis sont toujours là. Et on a, grâce à Wambouchou, merci Darmanin, rien que pour ça, ça nous a permis de voir le visage et de comprendre que cette mission d'ancrage dans la France n'était pas à gagner d'avance. C'était une mission difficile, pour ne pas dire impossible, gagnée par nos parents. Alors nous allons devoir nous battre pour d'abord y rester et puis pour faire valoir nos droits et tous nos droits dans la République. Et je citerai encore ce matin, sans faire un peu du passé, mais le propos de Commanda Passo en 1843, quand il prenait possession de Mayotte. C'est ça la belle promesse de la République faite aux Mahorais, c'est que les Mahorais n'allaient plus être gouvernés par les caprices, mais dans la loi. Bon, ici, vous voyez bien que ce chantier n'est même pas encore arrivé à la moitié. Donc, le Wambouchou, c'est un électrochoc. Et moi, je le compare carrément, j'ai tendance à le dire, que c'est un peu notre guerre de l'Ukraine qui nous a permis de nous réveiller et de nous rendre compte que nous allons devoir nous battre pour faire valoir nos droits et tous nos droits. Il a parlé de choc psychologique, Gérald Darmanin, vous partagez? Ben, c'est un choc intellectuel, c'est un choc moral qui nous a les insultes, les haines déversées sur les Mahorais, l'hésitation inacceptable de notre diplomatie. Oui. Quand on est élu ici, on doit être capable de voir ça, ces hésitations inacceptables. Tout ça nous fait progresser en intelligence et nous font comprendre que si demain la majorité des grands électeurs me fait confiance, on sera obligé d'avoir une attitude d'abord de sénateur combatif, mais capable de revenir aussi sur les fondamentaux en étant dans la clarté sur les questions essentielles ici. Un sénateur, ici on doit avoir un réflexe de survie après Wambouchou, qui est celui de se rassembler. On n'a pas le droit de partir clivant, en étant clivant. Un sénateur demain ne doit pas être clivant.
On l'a vu, hein, j'ai vu les élus locaux lors de cette séquence. Globalement, ils étaient heureux d'être là, ça se voyait. Mais en même temps, les problèmes ne sont pas moindres. Difficulté d'eau ici. Tous les élus locaux s'accordent pour dire, Ombouchou, ces objectifs opérationnels, on est encore loin de les atteindre. Là, on parle de prolongement d'1 mois. En réalité, ça devrait être prolongement d'1 an. Et peut-être un dispositif à consolider ici. Vous vous battrez pour ça si vous êtes élu? J'ai relevé avec un optimisme un argumentaire que j'ai entendu chez le préfet, mais aussi chez le ministre, qu'ils vont essayer les mois qui vont venir de renforcer un peu le lien de coopération avec les pays autour. On n'a pas besoin d'être un grand expert militaire, siéger dans les états-majors pour comprendre que face à ce phénomène, l'axe qui me semble plus efficace, c'est quand même de les empêcher de partir. Oui. C'est quand même plus efficace qu'essayer de les interpeller, encore moins les gérer sur place. Puisque tout le dispositif de l'OFPRA, ici à Mayotte, c'est une défaillance de l'État horrible. Comment on peut comprendre que plusieurs années après, Mayotte qui fait face à une immigration incroyable, pas du tout de dispositif de l'OFPRA sur place. Et du coup, allez faire un tour à Massimoni, à Mamoudzou, à Cavani, et vous verrez, c'est des situations inacceptables. Donc, ce qui paraît stratégique, c'est de les empêcher de partir en coopérant avec ces pays. Je ne sais pas si avec les Comores, il faut rester sur le terrain de coopération État-État, puisqu'on connaît leur discours, où il faut aller beaucoup plus loin. Mais je relève avec optimisme le fait que ça a été clairement versé publiquement, que ça fait partie du fait de route du gouvernement ici, de voir avec ces pays des Grands Lacs pour essayer de les contenir sur place, là-bas, pour les fixer sur place. Il a en effet dit qu'il irait, Gérald Darmanin, en septembre. Tout ça, ça va dans le bon sens, parce que parfois on croise des hauts fonctionnaires ou des politiques qui travaillent sur ces sujets dans la Méditerranée. Ils passent la moitié de leur temps sur ces pays africains pour essayer de les fixer sur place. C'est tout avant d'ailleurs, parce que le temps tourne et je voulais qu'on parle de la crise de l'eau. Il y a eu une très grosse séquence ce samedi après-midi qui a été consacrée par le ministre sur les questions de l'eau. Il a fait un certain nombre d'annonces, comme pour dire que selon lui, il n'y aurait pas de problème et qu'on arriverait à tenir, que l'État était garante du fait que nous ne manquerions, que les Mahorais ne manqueraient pas d'eau. Qu'est-ce qui met derrière Mahorais? On verra. Les gens qui habitent sur ce territoire... Tout le monde n'est pas Mahorais. En tout cas, en matière de consommation d'eau, hein, je parle de ça, de consommation d'eau, les gens qui sont là doivent boire de l'eau potable. Et donc, ça sera des bouteilles d'eau qui viendront de l'île Maurice et de la Réunion. Il les annonce, les travaux, tout sera opérationnel, bien sûr, mais plus tard, c'est-à-dire vers décembre. Donc on va traverser la crise avec des coupures, des difficultés et des bouteilles d'eau. Seydou Tavandaï, si vous êtes élu sénateur, qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis du syndicat des eaux, puisqu'on en est encore à parler des fuites dont on parle depuis des années et des années. Il y a quand même une défaillance forte là. Alors d'abord, l'eau c'est la vie. Oui. Ça ne vous a pas échappé. Donc c'est un sujet majeur qui ne accepterait pas ici des solutions de bricolage. Ce serait aussi une erreur, c'est mon intime conviction, si le gouvernement pense qu'il peut construire ici à la place des élus locaux. Les élus locaux, ce sont ceux-là qui font la vie des Mahorais au quotidien, y compris la mise à disposition de l'eau potable ici, qui ne peut pas être une solution de bricolage de bouteilles d'eau ou hier de tanker, c'est pas celle-là. Les techniques sont connues. Vous allez chercher l'eau dans les rivières ou sous terre, ou tout simplement vous transformez l'eau de mer en l'eau douce. Les techniques sont là. Question tchèque, d'expertise, quand même, le territoire de Mayotte a fait un choix judicieux, c'est lui d'appartenir à une grande nation qui sait faire. Ailleurs, ces solutions sont mises en œuvre. Donc je serai un sénateur qui ne va pas affaiblir un élu local quelconque, même si hier, je n'ai pas forcément participé à son élection, mais plutôt c'est lui qui sera à ses côtés pour faire face au gouvernement pour trouver les solutions. Voilà, ce sera d'abord beaucoup d'attitude de facilitateur aux côtés des élus. Je ne pense pas un seul instant que la solution, ce serait ici, à ce que le gouvernement arrive avec ses solutions à lui, son armada administratif à lui, en dehors de tout ce jeu d'acteurs locaux. Les solutions, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Pour moi, dans un cadre logique qui est le nôtre français, où les cartes des compétences sont distribuées, c'est lui que le maire ont choisi comme gestionnaire numéro 1 de l'eau ici, c'est le président du syndicat des eaux. Alors, il faut qu'autour de ça, de ce périmètre-là, on construise les solutions, mais faire à la place
ce sera pour moi rajouter de la difficulté à la complication. En tout cas, l'État, Gérald Darmanin a Après, il faut y aller avec énergie suffisante parce que on ne peut pas non plus. Il a annoncé l'arrivée d'un préfet dédié, d'un colonel des pompiers spécialisé en gestion de crise, d'une armada de la DGOM qui va se relayer pour traverser la crise. Ça démontre bien que le syndicat des eaux est mis un peu sur la touche. Et le syndicat des eaux, qui est une émanation des 17 communes de Mayotte, ne peut pas être mis en touche comme ça, en claque de doigts, par un ministre énergique soit-il. C'est un opérateur des élus locaux. Tout ce bon monde, toutes ces expertises venues de national doivent s'articuler autour de ça. C'est le minimum. C'est impensable dans un cadre logique qui est le nôtre de penser qu'ils seront parallèlement construits solidement sans les élus locaux. C'est impensable. C'est impensable. Et je saurais le faire savoir que c'est impensable ici. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin, Zaïdou Tavandaï. Merci beaucoup. Merci à vous et je salue encore une fois tous les Mahorais qui ont pris le temps de nous écouter ce matin. Vous revenez bientôt ? Quand vous le voudrez, je viendrai. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.